Invité David Lisnard, on en a parlé. Bonsoir David Lisnard, qui publie Ainsi va la France, manifeste libéral aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir David Lisnard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. La question, alors évidemment, on dira un mot du budget, on dira un mot du plan d'économie, puisque vous êtes président de l'Association des maires de France. Il y a donc un plan d'économie, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Voilà, mais nouveauté. Si on vous a invité, c'est autour de cette question. Je pratique tous les jours les économies, tous les jours depuis des années. Baisser la dette de 76 500 000 euros, baisser la fiscalité de 3,6. À la mairie de Cannes. Augmenter la capacité d'autofinancement. Et avec le respect de la règle d'or, comme toutes les collectivités, malheureusement, on nous a mis sous perfusion du malade. Donc on ne se roule pas par terre. Hein. On ne gémit pas, on n'est pas les plus heureux de la République. On nous dit laissez-nous bosser. Créer un lien direct avec les habitants, avec tous les habitants. Intéresser tous les habitants à la dépense, qui nous incitent à être sobres. Et non pas qui nous incitent à aller taper l'État. Mais comment ça, il faudra changer complètement la politique du pays et donc suivre un vrai manifeste libéral. Comment assumer, défendre le libéralisme à l'heure où le protectionnisme, ça a été notre sujet toute la semaine dernière, on n'en a pas fini d'en parler, fait son grand retour. C'est pour ça qu'on vous a invité, David Lisnard, à l'occasion de ce livre. Vous assumez le libéralisme, vous êtes peut-être le seul politique français qui assume le libéralisme. Or, l'époque, et vous le dites vous-même, est au néo-tyran, est au prédateur, est au nationalisme et au protectionnisme. L'antilibéralisme, l'illibéralisme. Alors comment est-on libéral dans un monde qui devient illibéral? Votre réponse dans un court instant, juste après cette petite pause. On se retrouve dans 5 minutes tout juste. Merci de nous retrouver avec notre invité David Lisnard, le seul dirigeant politique qui revendique le libéralisme en France et qui publie ce livre « Ainsi va la France, manifeste libéral aux éditions de l'Observatoire ». Comment peut-on s'affirmer et s'assumer libéral dans un monde où le protectionnisme, dans un monde où le nationalisme gagne du terrain tous les jours? C'est la première question que je voulais vous poser, David Lisnard, à commencer par le protectionnisme. L'heure est au protectionnisme. L'heure est au triomphe, d'une certaine manière, de la gauche, des antilibéraux. Protégeons nos frontières, protégeons-nous. Est-ce que vous n'êtes pas totalement en décalage avec l'air du temps? Alors, d'abord, moi, j'essaie de démontrer ce que je crois bien et juste pour le pays. Deuxième élément, je suis libéral, on me qualifie comme tel et je le revendique. Mais en fait, j'étais un monsieur Jourdain du libéralisme. C'est-à-dire que moi, je viens du commerce et tout était fondé sur l'indépendance, la responsabilité, le résultat, etc. Troisième élément, ce que vous dites, à contrario, je crois, souligne la pertinence du libéralisme. À un tel point, c'est que j'ai même entendu sur des plateaux des gens qui pourfendent tout le temps la liberté économique, le principe même du libre-échange. C'est-à-dire qu'on dénonce des accords déséquilibrés, ça c'est logique, qu'on dénonce les distorsions de concurrence, d'ailleurs c'est très libéral, mais des gens qui dénoncent le principe même du libre-échange, je pense à l'extrême gauche, même parfois à droite, d'ailleurs un certain moment, qui là tout d'un coup, quand le président Trump annonce ses mesures protectionnistes, de façon pavlovienne critique Trump, pour des raisons qu'on peut comprendre, et se font tout d'un coup les défenseurs, les apologues du libre-échange. J'ai entendu, je crois, Mme Tondelier, de façon, ou Mme Rousseau, dire qu'il fallait contester ces droits de douane. Mais moi, je buvais du petit lait. J'étais là, mais on est en train même de convaincre l'extrême gauche. C'était impensable pour quelqu'un comme moi. Donc, au-delà de la plaisanterie, on se rend compte que le protectionnisme, c'est comme la guerre. Ça peut parfois être, il faut parfois savoir le faire. C'est-à-dire que mais ça ne peut être que ponctuel, très court, très circonstancié. Mais c'est aussi comme la guerre. C'est-à-dire quand on commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Et que structurellement, dans la durée, ce qui enrichit les nations, c'est l'échange, c'est le commerce, c'est la concurrence, c'est l'émulation, c'est la compétition. Face à la Chine, est-ce que nous, Européens, avons des raisons d'être protectionnistes? Puisque la Chine pratique une concurrence déloyale, un dumping massif, des subventions à toutes ces industries qui leur permettent de vendre moins cher et d'inonder nos marchés. Eh bien là aussi, les principes du libéralisme doivent s'appliquer, c'est-à-dire par une régulation qui n'est pas antinomique du libéralisme, qui en fait partie. Je rappelle que les lois antitrust, c'est inventé par les libéraux. Il faut toujours le rappeler, ça. Sherman et Clayton. Eh oui, parce que le problème, au-delà même des statuts, on parle souvent des statuts fonction publique, c'est le monopole ou l'oligopole qui entretient la sous-performance ou qui entretient une domination, un impérialisme, quoi. Donc, face à la Chine, pour parler concrètement, il faut que l'on retrouve
une organisation internationale qui permette de veiller à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Ça n'est pas un vœu pieux. Est-ce que ça n'est pas un vœu pieux? Quand vous dites le protectionnisme est aussi efficace sur le plan économique que les lignes Maginot, le fut sur le plan militaire, est-ce que malgré tout, quand on a affaire à la Chine comme concurrent, on n'est pas obligé, par le bon sens, d'ériger des barrières douanières? Le bon sens, c'est aussi de regarder la réalité. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais la ligne Maginot, je trouve que c'est une bonne métaphore, c'est pour ça que je l'utilise, parce que quand on prend des mesures protectionnistes, elles sont toujours contournées, tout le temps. Toujours. Mais tout le temps. On pourrait vous le démontrer, je pense, à plusieurs éléments. C'est-à-dire que les États-Unis vont prendre une mesure protectionniste contre le Vietnam, mais ça rentrera par le Bangladesh, quoi. Qu'il y aura un autre accord, ou je ne sais quoi, peut-être que je dis une énorme... Mais vous voyez, donc par rapport à la Chine, la difficulté, c'est là d'ailleurs que la politique de Trump peut être intéressante, c'est-à-dire qu'elle peut aussi accélérer une mutation de l'économie chinoise qui nous a déclaré la guerre économique depuis longtemps, en dévaluant sa monnaie régulièrement, en surproduisant, et donc en inondant de ses produits. En vendant à perte. En vendant à perte, ce qui est contraire à toutes les règles de l'économie libérale. Pour plein de raisons, d'ailleurs une règle comptable, et puis réelle, et puis une règle de droit. Et donc, à ce titre, on va voir ce qui sort de la période actuelle. Peut-être que dans 3 mois, on va se retrouver avec une réactivation du TAFTA qui avait échoué pour faire une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, ce qui serait très intéressant. Pourquoi pas? Ou peut-être qu'on va être dans une spirale infernale qui fait que par des barrières douanières, on va surenchérir des produits qui sont nécessaires soit à la fabrication d'autres produits, soit à la vente directe, et donc ça va se faire au détriment in fine, soit de la compétitivité de nos économies, donc de notre capacité à dégager du revenu, soit du pouvoir d'achat des habitants. Et c'est pourquoi, sur le principe, et pour répondre à votre question initiale, la liberté économique, contrôlée, évidemment, mais est la première source de pouvoir d'achat, notamment pour les personnes les plus modestes. Alors, 2 milliards de personnes sont sorties de la pauvreté depuis 150 ans grâce à l'accentuation des échanges. Mais les classes moyennes occidentales en ont en revanche souffert. Vous allez assez loin, puisque... Alors ce livre, il faut le dire, c'est un recueil de vos chroniques régulières. J'ai essayé de recontextualiser. Voilà, vous avez recontextualisé, mais aussi dans d'autres journaux. Et il y a le syndrome du pullover. C'est-à-dire, vous dites, généralement, on dit les nations occidentales, la France, parlons de la France, devraient reprendre la main sur la production d'un certain nombre de produits à forte valeur ajoutée. Là où nos cerveaux, notre savoir-faire fait vraiment une différence. Vous dites non. Il faut aussi savoir à nouveau produire des pullovers. Et vous dites grossièrement, vous dites précisément sur les pullovers, je cherche le passage, produire des pullovers avec ce que ça veut dire de lignes robotisées grâce à des ingénieurs qui les conçoivent, des ouvriers qualifiés qui les paramètrent en y appliquant des techniques de teinture innovantes et peu polluantes. Oui, nous pouvons produire même des pullovers, nous devrions produire à nouveau des pullovers. Nous pourrions si nous étions compétitifs. Alors je ne dis pas par rapport, j'étais le Bangladesh, etc., mais au sein de la zone euro. Les Italiens. Les Italiens le font. Quand on regarde, l'Espagne s'y met aussi, etc. C'est-à-dire qu'on pense toujours que l'innovation, c'est le numérique. Évidemment qu'il faut innover sur l'IA, la quantique, c'est formidable d'ailleurs, et c'est prodigieux. Mais l'innovation, c'est aussi de nouveaux procédés. C'est aussi d'appliquer des gains de productivité. Alors peut-être, j'ai été déformé parce que j'ai vendu des pullovers dans ma vie, j'ai eu des magasins de textiles, mais... et donc, il ne s'agit pas d'inonder le marché, mais on peut très bien avoir des produits à bonne marge qui sont produits. Mais pour cela, il faut produire une énergie abondante, bien sûr décarbonée, parce qu'on doit démontrer que l'on pense à la planète et il faut s'en occuper. Et bon marché, l'énergie, c'est la base de tout. Il faut pour cela avoir accès au foncier pour développer des usines et sortir des absurdités dans lesquelles nous sommes sur le surenchérissement du foncier, les lois collectivistes qui depuis 20 ans, les lois SRU, les lois Allure, le zéro artificialisation nette font que le foncier est beaucoup plus long à l'accès et beaucoup plus cher qu'avant. Il faut évidemment que la filière immobilière pour faire des bâtiments, mais comment pouvons-nous tomber dans un tel fatalisme qui consisterait à penser qu'on n'est pas capable d'avoir un taux de fabrication de biens, je ne parle même plus de services, équivalent à l'Italie, l'Allemagne, la Suisse. La Suisse est beaucoup plus industrialisée que nous aujourd'hui. Oui, mais elle fait des machines outils. Et la Suisse, il n'y a pas de dumping social. Elle ne fait pas de pull.
Elle fait des machines-outils, elle fait pas que. Oui, produits pharmaceutiques. Non, mais elle travaille sur la pharmaceutique, elle travaille sur la plasturgie, elle travaille dans beaucoup de domaines. C'est l'industrie. Dernier point, et puis je vous laisse poser vos questions. Les dirigeants autoritaires. Donc vous êtes un libéral, vous êtes pour un régime libéral, la séparation des pouvoirs, tous les contre-pouvoirs. Quelques droits naturels respectés. Voilà. Mais une exécution ferme sur le plan sécuritaire. Voilà, mais le monde, vous le voyez bien, est de plus en plus gouverné par ce que vous appelez vous-même des néo-tyrans. Donc vous parlez des Poutine, des Xi Jinping, vous dites les États-Unis, l'évolution n'est pas très rassurante non plus. Quand j'écris le livre, il n'est pas encore... Voilà, il n'était pas encore... Et vous dites, moi-même, quand je converse avec des gens, vous vous déplacez beaucoup en tant que président de l'Association des maires de France ou dans votre ville de Cannes, mais vous dites, je rencontre des gens au fil des conversations qui me disent qu'un dirigeant autoritaire en France, qu'une plus forte présence de l'armée, par exemple, ferait du bien. Donc, c'est-à-dire cette même tendance qu'on constate un peu partout dans le monde. Et vous dites, surtout pas. Oui, parce que la démocratie, vous savez, c'est comme la paix qu'on évoquait tout à l'heure pour un peuple ou la santé pour un individu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rendre compte de sa valeur quand on la perd. Voilà. Et que c'est le pire des systèmes après tous les autres. Churchill, c'est la fameuse citation. Et ce que ça traduit, parce que moi je vois des gens qui ont beaucoup de bon sens, je vois un pays, alors j'ai utilisé le terme pays réel. Alors bien sûr, toutes les bonnes âmes disent « Ah, c'est une expression maurassienne ». Non, mais je ne suis pas maurassien, rassurez-vous. Mais il y a un pays réel aujourd'hui et il y a une élite qui a besoin d'être régénérée parce qu'elle est déconnectée de la réalité. Et ça, je peux en parler si vous le souhaitez. On dira que c'est populiste, mais c'est une réalité. Il y a un conformisme, il y a une consanguinité qui aujourd'hui fait que les élites ne sont plus au niveau. Elles ne sont pas assez au mérite, elles ne sont plus au niveau. Et pour revenir à votre question, il y a un besoin d'ordre. J'ai vu évoluer la situation. Quand il y avait une rixe au couteau dans une rue dans ma commune, il y a 15 ans, on en parlait tout le temps. Maintenant, c'est devenu banal. Et pourtant, on tient les choses. Vous voyez, les homicides et les tentatives d'homicide, c'est pas un biais statistique, ont explosé. Ont explosé en 10 ans seulement, alors qu'il y avait une tendance historique à la baisse. Donc, il y a un besoin d'ordre. Il y a un légitime besoin d'ordre. Et il faut montrer que la démocratie, c'est aussi cratie. C'est le pouvoir. Et que c'est efficace. Et que la démocratie, c'est la meilleure articulation entre l'ordre, qui est la condition de la liberté, mais la liberté qui est une finalité absolue, parce que c'est aussi la condition de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en dignité humaine si on n'est pas libre de ses choix. Et ce que j'aime dans la pensée libérale, c'est que ça permet d'être propriétaire de sa vie. C'est pour ça que je défends la retraite par capitalisation obligatoire. C'est pour ça que j'ai un programme, un projet qui est beaucoup axé sur l'instruction, sur la science, le rétablissement d'une instruction scientifique rigoureuse dès le primaire. C'est essentiel. On ne pourra pas avoir d'ambition, d'indépendance, de souveraineté, de rétablissement des comptes publics si on ne rétablit pas la raison critique. L'enseignement scientifique, moi je suis effaré de voir dans nos discussions que l'on confond causalité, coïncidence, corrélation. Le truc que j'apprends, je sais pas, on apprend ça quand j'étais gamin, on apprenait ça assez tôt, quoi, d'essayer d'analyser cela. Donc, si on veut éviter... Et le précédent livre que j'avais coécrit avec Christophe Tardieu était sur Pompidou. Quand il parlait du nœud gordien, la conclusion du nœud gordien est magnifique. Quand il dit il faudra trancher le nœud gordien, non pas à la manière d'un nouvel Alexandre casqué, mais à la manière d'un démocrate, c'est exactement ça. Comment on retrouve du sens de l'exécution des choses. Ce qui m'a frappé en politique, je vois des gens de bon niveau. On a une fonction publique intègre, globalement, une classe politique plutôt intègre aussi, et bien formée, qui aime le pays. Et pourtant... il y a une grande différence avec ce qu'on peut rencontrer dans le privé, c'est le sens de l'exécution, le respect des échéances. Et quand on va en politique nationale, c'est pire, ça devient que des séquences de com', un théâtre d'ombre. Donc il y a une annonce, et puis alors on commande tout sur tous nos plateaux, et puis 2 semaines après, il y a une autre annonce, 2 semaines, parfois 2 jours après, et on ne se souvient pas, tiens, il y a eu le plan vélo il y a 6 mois, qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu le plan eau, tiens, il a donné quoi le plan eau? Et puis il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou 2 ans, on a créé le Conseil national de je ne sais plus quoi, ça a donné quoi finalement ce machin? D'où le sentiment d'impuissance publique. Et voilà, et donc il faut faire très attention, parce que les rues de Staline, les rues de Moscou sous Staline étaient peut-être très sûres, mais je préfère vivre en France, en démocratie. Voilà. Alors vos questions, vos réflexions, on va dire un mot évidemment du budget aussi et de ces 40 milliards d'économies recherchées. Qui veut commencer? Moi je veux bien vous poser une question. Si on veut reprendre le contrôle de la dépense publique, il faudra un effort des collectivités locales. Comment imaginez-vous que les collectivités locales puissent participer naturellement, dirais-je, c'est-à-dire sans être contraintes d'une part et sans se rouler par terre d'autre part, comme on le disait tout à l'heure? Alors,
il y a 3 grands leviers de dépenses, dont les collectivités. Donc, évidemment, elles doivent faire partie de ce redressement des comptes publics. On a prélevé sur les communes depuis 2010 71 milliards d'euros pour redresser les comptes publics. Je dis au passage, ce chiffre est incontesté et on a vu les déficits de l'État augmenter. La seule façon d'être efficace, c'est la responsabilité individuelle. Donc c'est tout simplement la subsidiarité, alors ça paraît abstrait, mais c'est de donner un vrai pouvoir de décision et que les citoyens soient intéressés à la performance publique. C'est-à-dire que moi je veux être jugé sur ma capacité à bien dépenser, éventuellement à moins dépenser, mais surtout à faire du résultat. Et pour rétablir le lien, justement, ça voudra entre dire qu'il faut revoir tout le système fiscal. Voilà. Est-ce que vous êtes pour le retour de la taxe d'habitation ? Je suis pour une refonte complète de la fiscalité, parce que je pense qu'il faut baisser les prélèvements obligatoires. Mais vous constaterez que plus on a baissé de fiscalité locale, plus il y a d'impôts et de charges. Tout simplement parce qu'on a centralisé, on a recentré. Et ce système est fou. Et donc il faut que les habitants élisent des gens qui leur prennent pas trop d'argent et qui le dépensent bien. Tout le monde sera d'accord. Mais vous voulez dire il faut que les élus soient responsables politiquement devant leurs électeurs parce qu'ils ont la charge des impôts. Fiscalement. Quelle réforme vous proposez pour faire ça ? Il faudra qu'il y ait une contribution universelle, locale, mais que parallèlement, on revoie tout le système fiscal. Au moment où on se parle, on a encore des prélèvements. Enfin, on a encore 10% des habitants qui payent presque les 3/4 de l'impôt. Oui, ce système est profondément injuste. On a encore 3% de PIB de fiscalité sur la production. Là où la moyenne européenne est à 1,1. Et après, on s'étonne de ne pas être compétitif. Si on veut redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut donner du revenu disponible. Donc, c'est entre l'extra-brut, le brut et le net qu'il faut réduire. Et c'est là qu'il faut aller. On peut parler indéfiniment du rond-point en trop, de la grande mairie mal gérée. Les 100 000 emplois en trop, vous le dites. Mais on peut en parler indéfiniment. Mais c'est un leurre. Puisqu'on parle du plus petit volant de dépenses publiques, juste un chiffre. Le total des dépenses des collectivités, régions, départements, c'est pas nous qui avons demandé le millefeuille, intercommunalité, communes, ça représente par rapport au PIB 11% du PIB. Le total de ces dépenses, avec tous les gâchis qu'il peut y avoir, etc. La moyenne européenne, c'est 19%. Donc, bien sûr qu'il faut faire des économies sur les collectivités, mais le problème des comptes publics n'est pas là. Les collectivités n'empruntent que pour l'investissement, que pour des actifs dont certains sont cessibles. Le problème, il est d'abord sur les comptes sociaux. On entend parler de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, les dépenses sociales, je pense qu'on va atteindre quasiment 900 milliards d'euros. 40 milliards, je fais une règle de 3, 40, ça fait moins de 5, ça doit faire 4,3, 4,4%. Ouais. On n'est pas foutu de baisser une dépense de 4,4%. Donc il faut prendre uniquement dans les dépenses sociales. Mais pas uniquement, mais d'abord là. Mais c'est une anormalité française. On n'a jamais autant eu de gens qui dorment dans les rues. On n'a jamais autant dépensé d'argent public. On a un foisonnement, une anarchie de dispositifs qui créent tous leur bureaucratie. Ensuite, il faut quand même qu'on regarde. Alors, je sais que c'est la grande martingale et la grande tarte à la crème, mais on a complètement affaibli les pouvoirs de l'État. Je le vois, les préfets non plus, c'est des couloirs vides. Et dès que vous lancez un projet industriel, ou faire une école, ou faire une unité de retraitement des déchets, une unité de méthanisation, vous devez avoir des avis conformes, mais au moins de 7 ou 8 services différents. C'est pas un effet de langage. C'est la direction régionale de l'environnement, service de l'État, qui peut contredire le préfet, qui lui-même n'est pas d'accord avec le directeur départemental des territoires de la mer. Je vous l'ai dit, mais je peux vous dire, la MRAE, tous ces machins, ils ont recruté en 15 ans, enfin ils emploient aujourd'hui 480 000 agents. 480 000 agents, 82 milliards de dépenses. Route. Non, moi, je voulais vous poser une question parce que j'étais surprise, vu votre engagement sur les économies, qui est indéniable, et vous le dites dans votre livre et dans toutes vos chroniques. Pourquoi est-ce que l'Association des maires de France, que vous représentez, que vous présidez, boycotte la réunion de demain avec François Bayrou sur le prochain budget ? C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que vous y alliez, et à la limite, en sortant, que vous critiquiez. C'est tout à fait normal. Mais ne pas y aller, ça donne l'impression que vous ne voulez pas être mêlé à cette démarche d'économie. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire. Alors, il y a eu un débat, c'est le bureau de l'association qui a décidé cette position. Donc vous n'êtes pas d'accord ? Et majorité. Si. D'abord, par définition, je veux dire, j'assume mon rôle. Et faut bien comprendre l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on veut, bien sûr, qu'on veut participer nous à l'assainissement des comptes publics, etc. Sauf qu'on ne veut plus être les figurants d'une opération de com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis président de cette association depuis 3 ans. On a connu les mêmes pantalonnades, CNR machin.
on a eu les assises des finances publiques, on a eu le Haut Conseil des finances publiques. Et on avait... Mais là, il y a une discussion sur le prochain budget 2026 avec une question sur les collectivités locales. Vous êtes représentant des maires de France, vous ne voulez pas y aller, donc c'est pas seulement la com. Que vous défendiez ce théâtre d'ombre, vous en avez le droit. Mais moi, j'ai le droit de vous dire que c'est un théâtre d'ombre. Et je vais vous dire très simplement, j'ai vu le ministre, en plus, il y a une bonne relation avec le ministre Lombard, c'est pas des problèmes humains. Il y a 3 semaines, j'ai dit au ministre, on était plusieurs, j'ai dit, monsieur le ministre, si vous faites à nouveau une réunion, s'il vous plaît, on l'a prévenu. Le problème, c'est qu'ils arrivent après d'autres trucs auxquels on ne croit plus. On leur avait dit, prévenez-nous, d'abord, on n'habite pas tous là, hein, moi j'habite pas là, etc. Prévenez-nous, et envoyez-nous les documents avant. On ne veut pas venir. Comment ça se passe, ces réunions? On est tous autour d'une table. Ça prend la journée. Chacun vient, donc il n'y a aucune interaction. On a des slides qui nous sont proposés, qu'on découvre en réunion. Puis chacun fait son tour. Alors parfois, on se fait filmer comme ça, on dit « Regardez, je suis intervenu au ministère, etc. » Et puis, il se passe quoi? Pendant ce temps-là, on ne tient absolument pas compte, par exemple, du rapport à Avignon. Parce que nous, on fait des propositions qui démontrent que l'enchevêtrement excessif, c'est à minima 7,5 milliards de plus. Ouais. Au moment où je vous parle, je suis sûr que si on regarde sur nos smartphones, qu'on fait Légifrance, vous verrez qu'un décret est sorti, je ne prends pas de risque, hein, parce qu'il en sort tout le temps, qui va nous imposer, par exemple, un décret supplémentaire du décret tertiaire. La semaine dernière, j'avais dénoncé ça, c'était les nouvelles chaudières. Donc déjà, il a fallu qu'on comprenne que ça s'adressait de chaudière. Donc vous dites on fait de la figuration. Mais oui, et donc ce qu'on propose, c'est pas seulement de boycotter, de dire, écoutez, on ne vient pas parce qu'on avait prévenu que si on n'avait pas les documents avant, que si on ne pouvait pas déjà réagir sur les documents pour être dans une vraie réunion de travail, on ne viendrait pas. Donc on a confirmé cette position parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, puis qu'à chaque fois on dit allez, on y va quand même parce qu'il ne faut pas la chaise vide, machin. Et finalement, nous proposons, et je suis sûr que ça va se faire parce que où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que François Bayrou sent ces choses-là. Vous voyez, je vous surprends quand je dis ça, mais je l'ai entendu dans je ne sais plus quelle interview parler de la réforme de l'État. Je trouve que c'était, pour une fois, j'y tiens, quelqu'un qui comprend, qui a les mots. Ils ne se contentent pas de dire il faut débureaucratiser, ce qu'ils disent tous maintenant, alors qu'en fait, quand vous demandez à un bureaucrate de débureaucratiser, c'est comme si vous demandiez à un dealer de faire le plan antidrogue, quoi. Donc il va vous bureaucratiser la débureaucratisation. Je pense que François Bayrou... La même chose au niveau de la Commission européenne, au passage. Oui, bah oui. Et je pense que François Bayrou est conscient de cela. Mais ça nécessitera une telle réforme structurelle que soit on va vers un référendum, soit il se passe quelque chose, il faut que le président de la République s'engage. Et sinon, ça ne marchera pas. Géraldine. Oui, on nous parle d'économie, mais ce n'est pas des économies. Hein. C'est une moindre augmentation de la dépense. On l'a vu tout à l'heure. Géraldine. Moi, j'ai une question sur votre famille politique. Je m'interroge à la fois sur sa sincérité et sur sa capacité à se montrer courageuse. Et on a vu un exemple. Quand la présidente des régions Pays de la Loire, Christelle Morancet, a présenté des économies qui n'étaient pas non plus délirantes, mais 100 millions d'euros d'économies sur les budgets de la culture, des sports, d'ici 2028, elle a été lâchée par tout le monde dans votre camp. Tout le monde. Il dit, ah ben non, mais pas nous. C'est-à-dire non, moi je l'ai félicité publiquement. Mais je veux dire, pardon, mais moi la punition, je déteste les punitions collectives. Et je lui ai même dit qu'elle devrait adhérer à Nouvelle Énergie, elle serait bien plus heureuse. Non, mais à ça, on a mesuré la capacité à résister au rouleau compresseur médiatique. C'est pourquoi j'espère que vous me rendrez grâce. Il y a eu une épiphanie libérale il y a 3-4 mois, c'était assez marrant parce que tout le monde sortait, c'est celui qui avait la plus grosse tronçonneuse. C'était au mois de novembre, etc. Et puis ça y est, ça redescend là, ça baisse à nouveau. Je pense qu'il faut... Donc moi je ne me sens pas concerné par cette punition collective. Si j'ai créé Nouvelle Énergie, c'est parce que je sais qu'il ne faut plus de compromission sur... Il faut un projet qui soit à la fois très raisonnable et une radicalité, c'est-à-dire qu'il aille à la racine des choses. Et je ne veux plus d'amoncellement de mesures marketing pour plaire aux uns, pour plaire aux autres. Il faudra bien que vous soyez suivis, et là on voit que ça va être compliqué. J'essaie de créer, pardonnez-moi, mais à mon niveau, et en venant ici aussi, en écrivant, publiant, en faisant, les actes en témoignent. J'essaie d'influencer ça. Quand vous parliez de mon soutien à Bruno Retailleau, c'est vrai que je le connais depuis un certain temps. On était les derniers des Mohicans à la campagne 2017 pour soutenir François Fillon. Donc c'est un bizutage. Moi, j'avais jamais fait un plateau télé de ma vie. Je me retrouve porte-parole de François Fillon le lendemain du Canard enchaîné. Oui, bon. Et donc j'ai vu quelqu'un qui était tenace. Et surtout, quand il m'appelle, il me dit comment tu vois les choses. J'ai vu que tu pensais y aller. Je lui dis écoute, comment tu vois les choses toi? On n'a pas parlé. Je n'ai pas demandé d'être vice-présidente, je sais pas quoi, ou président d'un truc muche. Je lui ai dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu.
il faut qu'on évite deux travers. La division, donc il faudra à un moment donné qu'on arrive à avoir un candidat de la droite, et la compromission, si on gagne. Il ne faut plus qu'on fasse des en même temps ou du radical socialisme ou des machins comme ça. Voilà. Et lui, il m'a dit, très bien, je reprends 3 de tes propositions que je mets dans le projet de LR. Retraite par capitalisation, tout ce que je propose sur l'instruction publique pour libérer l'école et la déréglementation. Et vous avez topé. Et donc, je le soutiens. Voilà. Dernière question, Pascal. Ouais, très rapidement, je crois qu'on est confronté à un problème culturel. Vous savez que la première fois que le mot entreprise apparaît dans un manuel d'économie, c'est au moment où Luc Ferry est ministre de l'économie. Avant, le mot entreprise ne figurait pas. C'est un peu comme si dans un précis de médecine, on n'avait jamais évoqué le mot remède ou médicament. Comment fait-on, ou médecin, comment fait-on pour essayer de renverser la vapeur dans ce domaine, pour convaincre finalement, vous disiez épiphanie libérale il y a 2-3 mois, mais c'était milieu avec une tronçonneuse, c'est pas très sexy quoi, ça donne pas envie si vous voulez. Comment on fait pour convertir l'opinion à l'idée que la liberté d'entreprendre c'est peut-être la solution? Mais écoutez, peut-être que je m'auto-convainc, hein, mais pour parcourir le pays pour de bon et sans l'AMF, c'est des mandats bénévoles, donc quand j'arrive, c'est simple. Moi, je vois un peuple français qui est très convaincu de cela, qui sait très bien que si on veut à un moment donné de la richesse et du revenu, avant de distribuer le revenu, il faut le créer. Et que pour le créer, il faut que l'investissement rapporte à ceux qui investissent, donc il faut se poser la question de la rentabilité du capital. Alors ça vient pas spontanément, mais ça s'explique. Et 2, il faut que le travail rapporte. Mais David Lisnard, je vous interromps une seconde. Vous avez dans l'opinion encore aujourd'hui, mettons 30% de gens qui votent pour le Rassemblement national, plus 15 pour l'extrême gauche, ça fait 45, presque un Français sur 2 qui est convaincu que les patrons s'en mettent plein les poches et que l'entreprise est un endroit dangereux. Mais pardonnez-moi, mais par exemple dans les 30% qui votent Rassemblement national, j'ai souvent dit, ça les énerve beaucoup, qu'ils avaient un programme socialiste. Ça énerve à la fois les socialistes et le Rassemblement national. Bon, mais je pense qu'ils ont une matrice qui est interventionniste, étatiste, etc. Mais dans les gens qui votent Rassemblement national, moi je connais des gens qui sont pour la liberté entrepreneuriale. Et je connais des ouvriers qui voudraient gagner plus et donc qui voudraient qu'on réforme le modèle social et qui en ont marre de voir des revenus du transfert supérieurs à ce qu'ils gagnent en bossant. Mais pourquoi ils votent Rassemblement national? Parce qu'ils ont l'impression qu'on a tout essayé, que ça a échoué. Et que la question fondamentale du déclassement culturel, de l'incapacité à maîtriser le régalien, c'est la base de tout. Si on n'arrive pas à rétablir une espérance sécuritaire, le reste ne tiendra pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai pas compris. Là, j'ai dit merci beaucoup, il faut qu'on s'arrête. Pardon, à chaque fois, parce que ça fait... il paraît qu'une bonne interview, c'est quand on est frustré, c'est ça? Je ne sais pas quelle analogie vous vous apprêtiez à faire. C'est bien possible. Merci beaucoup, David Lisnard. Ainsi va la France. De l'intérêt pour le livre. Manifeste libéral. Non, mais c'est intéressant à plus d'un titre. Alors, assumer le libéralisme. On le disait, d'abord, vous êtes le seul. Et ensuite, le monde est de moins en moins libéral. Illibéral pour une part, autoritaire pour l'autre. Donc c'est passionnant. Merci aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Géraldine. Et merci Christian d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Shelmani.